Le langage est au cœur de ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Depuis des siècles, philosophes et linguistes tentent de percer le mystère de cette faculté extraordinaire qui nous permet, dès les premières années de la vie, de produire et de comprendre un nombre illimité de phrases que nous n'avons jamais entendues auparavant. C'est précisément à cette question que répond la théorie générative, développée à partir des années 50 par Noam Chomsky et dont les fondements sont ici exposés par Henriette Gesundheit. Cette présentation propose une plongée dans les mécanismes fondamentaux qui régissent la construction de la phrase en explorant 3 niveaux d'analyse complémentaires: le niveau syntaxique, le niveau sémantique et le niveau énonciatif. Il retrace également les grandes ruptures intellectuelles qui ont conduit à l'émergence de ce courant majeur de la linguistique moderne. Pour comprendre la révolution qu'opère Noam Chomsky dans les années 50, il faut remonter aux sources du courant linguistique dominant en Amérique du Nord au cours des décennies précédentes. Dans les années 30, Leonard Bloomfield impose le distributionnalisme comme méthode de référence. Son ambition est strictement descriptive. Il s'agit d'observer et de classer les formes linguistiques selon leur distribution dans la chaîne parlée, sans jamais se préoccuper des intentions du locuteur ni du sens des énoncés. Dans les années 40, Zelig Harris prolonge cette démarche et en affine les outils. Mais cette approche, si rigoureuse soit-elle, reste en surface du phénomène linguistique. Elle dit comment la langue se manifeste, mais pas pourquoi ni comment elle fonctionne profondément. C'est contre cette limitation que Chomsky s'insurge. Il propose une procédure non plus descriptive, mais explicative, fondée sur des mécanismes abstraits, comparables à ceux d'un ordinateur, capable de rendre compte de la créativité illimitée du langage humain. L'analyse d'une phrase ne se réduit jamais à une seule dimension. Toute phrase, aussi simple soit-elle, peut être envisagée simultanément sous 3 angles complémentaires. Le premier niveau est syntaxique. Il s'intéresse à la structure formelle de la phrase, à la façon dont les éléments s'organisent et se combinent pour former un énoncé grammaticalement correct. Le deuxième niveau est sémantique. Il explore le sens de la phrase à travers les rôles joués par ses participants. Qui fait quoi, à qui, comment. Le troisième niveau est énonciatif. Il analyse la manière dont le locuteur organise et hiérarchise l'information qu'il souhaite transmettre à son interlocuteur, en distinguant ce qui est déjà connu de ce qui est nouveau. Ces 3 niveaux ne sont pas des étapes successives d'une analyse linéaire. Ils coexistent et se superposent dans toute production langagière, ce qui fait la richesse et la complexité de la phrase. Le niveau syntaxique est le premier plan d'analyse de la phrase. Il repose sur un principe de base. Toute phrase est organisée autour d'un support et d'un apport. Mais ce qui est vraiment fondamental à ce niveau, c'est la notion de fonction. Et cette notion mérite qu'on s'y arrête, car elle contient une idée contre-intuitive. Un élément grammatical n'est pas sujet ou complément en lui-même de façon intrinsèque. Il n'y a pas de mots qui seraient naturellement des sujets ou des compléments. Un élément est toujours sujet de quelque chose, complément de quelque chose. C'est ce rapport, cette relation que l'on appelle la fonction. La grammaire générative insiste ainsi sur la relationnalité des éléments dans la phrase. Prenons l'exemple
Paul mange une pomme. Paul n'est pas sujet en soi. Paul est sujet parce qu'il entretient une relation particulière avec le verbe manger. On notera par ailleurs une observation fine. Si la notion de sujet reste purement formelle, celle de complément est déjà chargée de sens. Elle appartient donc autant au niveau sémantique qu'au niveau syntaxique. Le deuxième niveau d'analyse est le niveau sémantique. Là où le niveau syntaxique s'intéressait à la structure formelle, le niveau sémantique s'intéresse au sens, et plus précisément au rôle que jouent les participants dans l'action ou l'état décrit par la phrase. Pour cela, la sémantique utilise des schémas actentiels, qui décomposent la phrase en 3 éléments fondamentaux: les actants et le relateur. L'actant est celui qui agit, qui subit ou qui participe au processus. Le relateur, souvent matérialisé par le verbe, est ce qui relie les actants entre eux et définit la nature de leur relation. On parle aussi d'acteur et de processus pour désigner ces deux pôles. Dans l'exemple « Paul mange une pomme », Paul est l'acteur agent, l'initiateur du processus. Le verbe manger est le processus lui-même, le relateur qui établit la relation entre Paul et la pomme. Et une pomme est l'actant patient qui subit ou reçoit l'action. Ce niveau d'analyse permet de dégager la structure profonde du sens d'une phrase, indépendamment de sa forme syntaxique de surface. Le troisième niveau d'analyse est le niveau énonciatif. Il s'intéresse non pas à la structure formelle ni au rôle sémantique, mais à la façon dont le locuteur organise l'information qu'il transmet. À ce niveau, la phrase se divise en 2 parties, le thème et le rème. Le thème, aussi appelé topic, représente l'information que le locuteur considère comme connue, comme déjà partagée avec son interlocuteur, ou comme un point de départ postulé. Le rème représente le commentaire, l'information nouvelle que le locuteur apporte à propos de ce thème. Dans une phrase simple comme « Paul mange une pomme », Paul est le thème, c'est de lui dont on parle, et « mange une pomme » est le rème, ce que l'on dit à son sujet. Mais la chose devient plus complexe avec l'exemple « Ma voisine, son mari, il a acheté une auto ». Ici, ma voisine est clairement le thème de l'énoncé, le point de départ de la communication. Pourtant, le sujet grammatical de la proposition principale est « il » et non « ma voisine ». Cette dissociation entre thème et sujet grammatical est fondamentale. Elle montre que l'organisation de l'information obéit à des règles propres, distinctes des règles syntaxiques. Noam Chomsky naît en 1928 à Philadelphie. Linguiste, philosophe et intellectuel engagé, il va transformer de façon radicale la façon dont le monde académique pense le langage. À partir des années 50, il s'attaque frontalement à 2 courants dominants. Le behaviorisme, défendu notamment par le psychologue B.F. Skinner, et le distributionnalisme de Bloomfield et Harris. Pour les behavioristes, le langage s'acquiert par conditionnement. L'enfant entend, imite, est renforcé ou corrigé, et progressivement intègre les structures de sa langue. Pour Chomsky, cette explication est radicalement insuffisante. Elle ne rend pas compte de la créativité du langage, de la capacité de tout être humain à produire et comprendre des phrases qu'il n'a jamais entendues auparavant. Chomsky propose alors un modèle computationnel du langage comparable au fonctionnement d'un ordinateur, un ensemble fini de règles
permettant de générer un nombre potentiellement infini d'énoncés. C'est le principe génératif qui donne son nom à toute cette théorie. Ce faisant, Chomsky opère une véritable révolution philosophique en ramenant la question du langage dans le champ du rationalisme et des facultés innées de l'esprit humain. L'une des distinctions les plus importantes de la théorie chomskienne est celle entre compétence et performance. La compétence désigne la faculté linguistique innée, intégrée au cerveau de chaque être humain. C'est un système abstrait de règles et de principes qui permet au locuteur de produire et de comprendre un nombre illimité de phrases grammaticalement correctes. Elle relève du locuteur idéal, une abstraction théorique qui fait abstraction des erreurs, des hésitations, des troubles passagers ou des influences contextuelles. La performance, en revanche, est la réalisation concrète, effective et individuelle de cette compétence dans des situations réelles. Elle est sujette aux interruptions, aux lapsus, aux variations selon le contexte social, émotionnel ou culturel. Cette distinction rappelle celle que Ferdinand de Saussure établissait entre langue et parole. Mais il existe une différence fondamentale. Pour Saussure, la langue est un trésor commun, un système partagé socialement et extérieur à l'individu. Pour Chomsky, la compétence est interne, inscrite dans le cerveau de chaque être humain, biologique, universel et préexistant à toute expérience. C'est précisément sur ce point que s'articule l'innéisme chomskien. La grammaticalité est une notion centrale dans la théorie générative. Elle désigne la capacité innée de tout locuteur natif à juger intuitivement si une phrase est acceptable ou non dans sa langue, sans avoir besoin de connaître les règles explicites de la grammaire. Chomsky distingue deux formes d'inacceptabilité bien distinctes. La première est l'agrammaticalité. Une phrase est agrammaticale quand sa structure viole les règles syntaxiques de la langue. L'exemple classique est la phrase « Viennent les enfants demain », signalée par un astérisque selon la convention linguistique. En français standard, placer le verbe en position initiale absolue produit un énoncé que tout locuteur natif reconnaîtra immédiatement comme incorrect, même sans pouvoir en expliquer la raison. La seconde forme d'inacceptabilité est l'asémantisme. Une phrase asémantique est syntaxiquement irréprochable, elle respecte toutes les règles de la grammaire, mais elle est difficilement interprétable. L'exemple le plus célèbre est celui que Chomsky lui-même a forgé. D'incolores idées vertes dorment furieusement. Sujet, verbe, adverbe, les catégories grammaticales sont en ordre, les accords sont respectés. Pourtant, la phrase résiste à une interprétation sémantique immédiate et conventionnelle. On pourrait même lui trouver un sens poétique ou métaphorique, mais elle ne se laisse pas saisir de façon naturelle et directe. Cette démonstration prouve que la syntaxe et le sens sont deux niveaux indépendants. L'une des idées les plus audacieuses de Noam Chomsky est celle de grammaire universelle. Derrière la diversité apparente des quelques 7000 langues répertoriées sur notre planète, se cacherait une structure profonde commune, partagée par tous les êtres humains. Ces structures communes, que Chomsky appelle les universaux du langage, seraient inscrites dans le cerveau de chaque individu dès la naissance.
Ce n'est pas une idée entièrement nouvelle. Chomsky puise en partie son inspiration dans la grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, rédigée au XVIIe siècle par Antoine Arnauld et Claude Lancelot. Ces grammairiens avaient déjà postulé l'existence de structures logiques universelles sous-jacentes à toutes les langues. Pour Chomsky, ces universaux constituent la structure profonde du langage. Chaque langue les réalise à sa façon, en surface, en les habillant de sons, de mots et de constructions spécifiques qui lui sont propres. C'est ainsi que le français, l'anglais, l'arabe, le mandarin, le cantonais ou le swahili, malgré leurs différences considérables, seraient tous des manifestations de surface d'une même grammaire profonde et universelle. C'est pourquoi un enfant peut acquérir n'importe quelle langue maternelle avec une égale facilité. Les structures profondes sont déjà en lui, attendant d'être activées par l'expérience linguistique de son environnement. Pour comprendre pleinement la portée intellectuelle de la théorie générative, il faut la replacer dans son contexte philosophique. Chomsky s'inscrit explicitement dans la tradition du rationalisme cartésien. Descartes, au XVIIe siècle, avait défendu l'existence d'idées innées, des connaissances qui ne dépendent pas de l'expérience sensible, mais qui sont inscrites dans l'esprit humain avant toute perception du monde extérieur. Chomsky transpose cette intuition au domaine du langage. La compétence linguistique est une faculté innée, présente dans le cerveau dès la naissance, qui ne découle pas de l'expérience, mais la précède. Cette position s'oppose directement à l'empirisme, qui considère l'esprit humain comme une table rase, une page blanche sur laquelle l'expérience vient progressivement inscrire ses leçons. Pour les behavioristes comme Skinner, le langage s'acquiert par un mécanisme de stimulus et de réponse, de renforcement et de correction. Chomsky balaie cette explication en soulignant ce que les spécialistes appellent la pauvreté du stimulus. L'enfant acquiert des structures grammaticales d'une complexité remarquable à partir d'une exposition linguistique finalement très limitée et souvent imparfaite. Cela ne peut s'expliquer que par une dotation innée, biologique, propre à l'espèce humaine. C'est ici que se révèle l'une des limites les plus profondes de la théorie générative. Le locuteur idéal de Chomsky est un énonciateur solitaire. Il produit des phrases parfaitement bien formées, comme un ordinateur exécuterait un programme, mais dans un vide total, sans destinataire, sans situation, sans contexte, sans intention communicative. Il n'y a pas de co-énonciateur dans le modèle chomskien. L'acte de parole n'est pas pensé comme un échange, comme une relation entre deux sujets ancrés dans un ici et un maintenant. Or, pour toute une tradition linguistique qui lui est contemporaine ou postérieure, c'est précisément ce que le langage est avant tout, un acte, une relation, une situation. La pragmatique, développée notamment par J.L. Austin et John Searle, s'intéresse à ce que l'on fait avec les mots, promettre, ordonner, questionner, persuader. Ces actes de langage sont totalement absents du modèle génératif. De son côté, Émile Bavéniste avait montré dès les années 50 que le langage est fondamentalement une énonciation, un acte individuel d'utilisation de la langue, par lequel un énonciateur s'approprie le système linguistique et le mobilise pour s'adresser à un autre. Antoine Cuglioli, dans sa théorie des opérations énonciatives, poussera encore plus loin cette réflexion,
en faisant de la relation entre énonciateur et co-énonciateur le moteur même de la construction du sens. Cette dimension intersubjective, cette présence de l'autre dans le langage, est ce que la théorie générative dans sa forme initiale ne parvient pas à saisir. Au-delà de l'absence de pragmatique et d'énonciation que nous venons d'examiner, la théorie générative fait face à d'autres critiques importantes. La première porte sur ce que certains linguistes ont appelé l'impérialisme linguistique de Chomsky. Les universaux qu'il dégage semblent en réalité fortement calqués sur la structure de l'anglais, sa langue maternelle et la langue dominante de son environnement académique. Les typologistes, qui étudient la diversité des langues du monde, ont montré que certaines structures présentées comme universelles sont en fait absentes de nombreuses langues. La deuxième critique vient de la sociolinguistique, portée notamment par William Labov. Le concept de locuteur idéal est une abstraction qui efface la réalité du langage vivant, ses variations dialectales, ses registres, ses différences selon l'âge, le sexe, l'origine sociale ou le contexte de la situation. Pour Labov, la variation n'est pas un bruit parasite à mettre de côté. Elle est au contraire constitutive du fonctionnement réel du langage. La séparation stricte entre compétence et performance est elle-même contestée par de nombreux chercheurs qui estiment que les deux dimensions sont inséparables dans la pratique langagière effective. La théorie générative de Noam Chomsky représente l'une des révolutions intellectuelles les plus profondes du XXe siècle dans le domaine des sciences du langage. En affirmant que la langue est un système créatif, gouverné par des règles abstraites et innées, Chomsky a radicalement transformé la linguistique, la psychologie et la philosophie de l'esprit. Son héritage est immense et durable. L'idée que la compétence linguistique est une faculté biologique, universellement partagée par l'espèce humaine, a ouvert des pistes de recherche fécondes sur l'acquisition du langage chez l'enfant et sur les fondements neurologiques de la parole. Les trois niveaux d'analyse que nous avons parcourus, syntaxique, sémantique et énonciatif, offrent un cadre d'une grande richesse pour aborder la complexité de la phrase. Mais cette présentation nous a également permis de mesurer ce que cette théorie, dans sa version initiale, laissait en suspens. La situation d'énonciation, le co-énonciateur, les actes de langage, la pragmatique, tout ce que d'autres courants, de Benveniste à Cuglioli, d'Austin à Searle, ont placé au cœur de leur réflexion. C'est précisément dans cet espace laissé ouvert par Chomsky que certaines des théories linguistiques les plus fécondes du XXe siècle ont pu se déployer.